Bon, on arrive à la dernière intervention de la journée sur des données économiques. Alors on attaque les chiffres, il est 16 heures passées, c'est pas très sexy les chiffres, c'est peut-être même un peu sadique d'attaquer cette partie-là à ce moment-là. Mais bon, on pense que c'est important. On est agriculteur, mais on est aussi chef d'entreprise. Et poser des chiffres sur toutes ces pratiques et ce qu'on doit mettre en place, ça nous semblait quand même très important. Donc voilà, on a essayé de faire ce travail-là, qui est un premier travail qui méritera d'être complété avec Claire Thomas-Chenard et Christian Gregorio qui sont aussi là dans la salle. Et voilà, pour essayer de vous présenter ces données chiffrées sur comment est-ce qu'on peut engager sa transition, combien ça coûte en fonction du niveau aussi initial de là où on part. On en a déjà pas mal parlé aujourd'hui. Pour revenir un peu sur ce qui nous a amené là et sur moi ce qui m'a amené aussi sur ce chemin, je dirais je prends plutôt ma casquette de vigneronne maintenant, pour vous dire que ça fait maintenant plus de 10 ans que j'avais engagé une transition dans mon modèle économique et dans mon modèle de production, avec finalement au fil des rencontres, je m'étais rendu compte que l'agroécologie, ça cochait toutes les cases de ce que j'avais engagé et de ce que je souhaitais ou ce que je voulais mettre en place encore dans le futur. Au niveau de l'écologie, des services écosystémiques, de la robustesse et de la résilience. Voilà. Et finalement, je tendais de plus en plus sur un système qui alliait équilibre écologique et économique. Voilà. Pendant toute cette période, j'ai finalement suivi beaucoup de formations sur les sols, sur l'agroforesterie, sur la conduite de la vigne, qui m'ont donné une vision un peu différente de celle que j'avais acquise pendant mes études d'agronomie. Mais finalement, sur tous ces éléments-là, sur toutes ces formations, il me manquait souvent des chiffres. Et donc, voilà, j'ai commencé à transmettre de mon côté, accompagner d'autres exploitations sur ces thématiques-là, et dans ces transitions où on les chiffrait au fur et à mesure. Et finalement, on avait toujours des enjeux économiques qui étaient plus que mesurés. Et on se posait la question, donc finalement on en a parlé aussi un peu ce matin tout au long de la journée, mais finalement pourquoi est-ce que cette transition n'est pas plus forte? Et si mon modèle de production, mon exploitation est un modèle qui pouvait être duplicable, ou pourquoi il n'était pas plus dupliqué? Je me suis penchée sur une grande consultation qui a eu lieu en 2024, qui s'appelle le Shift Project. Je ne sais pas si vous avez peut-être lu ou vu un peu ces résultats-là, qui faisait un état des lieux de métier auprès de 8000 agriculteurs. Parce que souvent on se dit, l'agroécologie, est-ce que c'est duplicable sur des grandes surfaces ou pas? Dans les éléments qui ressortaient du Shift Project, on se rend compte que finalement 37% des SAU font moins de 20 hectares et qu'on a 36% qui sont comprises entre 20 et 100 hectares. Donc finalement, à plus de 75%, on couvre des exploitations qui ne dépassent pas 100 hectares sur les 8000 agriculteurs qui ont été audités pendant cette consultation. Ce qui revient dans cet état des lieux métier, c'est que ce qui nous remonte, c'est ce qu'on vit aussi un peu quand même au quotidien, c'est-à-dire des revenus souvent insuffisants par rapport au temps investi, un risque pour la santé, des rendements incertains où on baisse avec le contexte climatique qui se durcit, des revenus sous pression, la pénurie de main-d'œuvre, la complexité administrative aussi, et l'incertitude finalement sur la viabilité à long terme de nos exploitations. 67% sont satisfaits de leur métier, on aime ce qu'on fait quand même, mais il y a 46% uniquement qui évaluent leur activité prospère. Et on a 86%, et voilà le petit, qui sont inquiets sur la viabilité de leur ferme dans le contexte actuel. Cette slide présente finalement, sur ces 86% d'agriculteurs inquiets, qu'est-ce qui est remonté comme thématique? Donc en sujet numéro 1, c'est le changement climatique et ses effets. On a ensuite après les maladies animales, le manque d'eau, les ravageurs des cultures, etc. Diminution de l'efficacité des produits phytosanitaires, déclin de la biodiversité, les espèces invasives et l'érosion des sols. Dans les préoccupations qui concernent 70% des agriculteurs, toujours issus de cette étude, on se rend compte que ce qui ressort en priorité, c'est la hausse du prix de l'énergie et la dépendance aux énergies fossiles qui sont vraiment un sujet plus que préoccupant pour nos équilibres économiques. Et on leur avait demandé quelles étaient les actions prioritaires qui étaient envisagées pour essayer d'améliorer le système et la viabilité des fermes.
Et donc voilà, vous avez ici le sol, les thématiques autour du sol, de l'eau, l'énergie, la biodiversité, l'élevage, les cultures. Et donc tout ce qu'on a pu évoquer aujourd'hui sur l'importance de faire attention à nos sols, sur la sécurisation aussi de l'approvisionnement en eau, sur la biodiversité avec l'agroforesterie, la préservation des plantations de haies et des arbres. Et finalement, quand on regarde ce qui ressort, donc ce qui a été identifié par les agriculteurs, l'agroécologie, elle répond à tous ces éléments-là, parce qu'elle va conserver, améliorer les systèmes de production, on en a largement parlé aujourd'hui, parce qu'elle va s'appuyer sur les services écosystémiques, et parce qu'elle va prendre en compte la protection et le respect des ressources naturelles. Donc quand on voit ça, on se demande, mais finalement, puisque les leviers ont été identifiés, pourquoi est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui? Et même si je sais que vous, dans la salle, êtes quand même convaincus de ces transitions engagées, pourquoi ça n'avance pas plus vite? Et dans les freins qui ont été identifiés, il y a les freins finalement psychologiques dont on a parlé tout à l'heure avec Emmanuel, qui relevait effectivement le fait de changer aussi ses pratiques et de modifier des éléments qu'on a l'habitude de faire et le regard des autres. Ce qui ressort de cette étude-là, en priorité, ce sont finalement des pratiques qui sont identifiées comme trop coûteuses, pas assez valorisées, et donc c'est vraiment le frein financier pour 81% des agriculteurs qui est bloquant sur ces changements de pratiques. Donc ouais, on peut se poser la question, est-ce que ça coûte vraiment plus cher d'engager sa transition vers l'agroécologie? Donc voilà. Effectivement, on en a parlé tout au long de la journée, on a tous des contextes différents au niveau des parcelles, au niveau des conditions climatiques. On va partir chacun d'un point de départ qui va être un système plus ou moins dégradé, avec des sols déséquilibrés, des plantes sur ces sols-là qui vont être plus sensibles, un pourcentage de matière organique qui est faible et en baisse, une faible activité biologique, une mauvaise structure du sol et une faible disponibilité des éléments nutritifs. L'idée, c'est d'aller vers un système beaucoup plus prospère, avec des sols suppressifs, des plantes plus robustes et résilientes, un taux de matière organique augmenté, forte activité biologique, une bonne structure de nos sols, une forte biodiversité, une nutrition équilibrée. Mais entre les deux, on a un chemin à parcourir, et c'est cette période de transition qu'on essaie de chiffrer. Dans cette période de transition, c'est effectivement une période où parfois il va falloir investir en énergie et économiquement pour pouvoir couvrir nos sols par le biais des couverts, pour pouvoir maximiser la photosynthèse, pour augmenter l'apport de biomasse et la production in situ, pour stimuler les micro-organismes favorables par la biodiversité, notamment et la diversité végétale dont on a parlé ce matin, et finalement combiner tous ces leviers pour remettre de l'énergie dans le système, mais à terme, arriver à un système qui va être plus économe. Dans notre cas, on s'est intéressé à l'agrosystème viticole, sur lequel on a des objectifs de production, avec une volonté d'essayer d'avoir une régularité de production. Je ne dirais pas de maximiser, parce que je ne pense pas que c'est la volonté actuelle, mais en tout cas d'essayer d'améliorer cette régularité dans ce contexte. Avoir une qualité de produit qui correspond à nos attentes et finalement à ce qu'on souhaite et ce qu'on peut commercialiser, avoir une performance environnementale qui est bonne et essayer d'avoir une maîtrise de nos temps de travaux. En face, on va avoir des contraintes au niveau des itinéraires techniques et finalement du matériel et de notre capacité à mettre en œuvre certaines pratiques. Au niveau des ressources humaines et matérielles qu'il va falloir engager. Au niveau des contraintes qui vont être notre environnement proche, est-ce que c'est des riverains, est-ce que c'est des cours d'eau, finalement tout ce qui vient à côté de nos parcelles, toutes les contraintes liées à la réglementation, au cahier des charges. C'est sûr que gérer des parcelles en 1,50 m ou 2 mètres et gérer des parcelles avec 1 mètre d'écartement, ce n'est pas les mêmes contraintes. Et concernant la couverture des sols et le pilotage qu'on va en faire, ça va amener de la complexité. Et donc les contraintes climatiques sont des éléments effectivement qu'on ne maîtrise absolument pas. Et au centre, on a ce triptyque avec au centre notre plante
qui va être sur une base de sol, où on va essayer de relancer cette fertilité, ces tentatives d'atteindre cette auto-fertilité dont vous parlez, Louis, juste avant, qui va demander un pilotage beaucoup plus fin. Et l'environnement, qui va être notre parcelle, ou le micro, je dirais l'environnement très proche, ça peut être microclimat des grappes, ça peut être, ça dépend à quelle échelle on regarde. Et entre tous ces éléments-là, on va avoir toutes ces interfaces avec les pathogènes, les ravageurs, les auxiliaires et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place à l'interface de notre agrosystème viticole. Pour les chiffres que je vais vous présenter après, on est parti d'une exploitation intermédiaire, un peu standard, girondine. On va avoir une surface viticole de 10 hectares à 6660 pieds hectares, donc un écartement à 1,50 m par 1, où on effectue 2% de complantation annuelle. Ou concernant tous les coûts de main-d'œuvre qui ont été pris en compte, on va être sur du 12 € brut de l'heure pour les travaux manuels et sur du 16 € brut pour les travaux mécanisés. Et voilà, on a identifié toutes les tâches qu'on peut effectuer sur le vignoble pour une conduite, je dirais, un peu classique et traditionnelle, girondine, avec des travaux de sécaillage, accanage, de zépamprage, voilà, pour avoir un maintien, je dirais, de vignoble dans la tradition. On va comparer 4 itinéraires qui ont été chiffrés, où l'itinéraire 1 va être un itinéraire classique. Avant d'engager les 4 itinéraires, je voulais vous dire qu'on nous avons pris le parti pour ce chiffrage de ne pas prendre parti pour une stratégie phyto. Donc dans les 4 itinéraires qui vont vous être présentés, on est parti sur une moyenne de 10 passages de traitement, et donc on n'a pas chiffré le coût des phytos qui pourraient entrer en ligne de compte dans les différents itinéraires. Donc on les a mis à égalité sur cette thématique-là. Donc dans ce premier itinéraire, on considère qu'on réalise 2 désherbages sous le rang, donc un au printemps en prélevé et un de rattrapage en été. On va être sur une fertilisation organique pour essayer de maintenir le niveau de fertilité dont on a besoin sur la parcelle, et on va être sur des passages de la gestion donc de l'interrang avec un passage en tonte ou en disque avec 4 passages par an. On va avoir un deuxième itinéraire où là on considère que j'ai mis transition plus, c'est-à-dire que on part d'un point de départ où on sort peut-être de 20 ans de désherbage, où on a un système quand même qui est un sol qui va avoir du mal à redémarrer en pousse spontanée, et où on va ramener de la biomasse par les semis avec, sur ce chiffrage-là, un semis qui est effectué tous les rangs. On maintient une fertilisation organique pour essayer de favoriser la pousse de ces couverts, parce que pour relancer le système. On va effectuer un travail du cavaillon avec 3 passages, un léger butage à l'automne ou au printemps, et ensuite 2 passages d'entretien en cours de saison. Et ensuite, on a une gestion de l'interrang avec un roulage, en 2 passages. Sur l'itinéraire 3, j'ai mis transition plus, où on peut imaginer qu'il y a des choses qui se sont mises en place, qu'on commence à avoir une repousse spontanée qui est intéressante et qui apporte de la biomasse. Et donc on va maintenir un enherbement naturel en place, avec encore la présence de fertilisation organique pour soutenir le système, et avec un travail sous le rang qui est effectué comme dans l'itinéraire précédent. On pratique pareil, idem, de roulage de l'interrang. Et l'itinéraire 4, qu'on peut appeler comme en équilibre, en sachant on sait qu'on peut parfois, suivant les millésimes, redescendre un peu sur cette courbe-là, mais c'est un itinéraire que moi je pratique chez moi, que Christian qui est là aussi pratique chez lui. Monsieur Planty, vous en parliez tout à l'heure, c'est un peu ce que vous pratiquez chez vous aussi, où on va être sur de l'enherbement naturel, sur un soin particulier qui est mis au niveau de la plante, parce que effectivement ça demande plus de finesse et de remettre de l'énergie. On a de la chance en vigne de travailler avec une plante pérenne, ce qui n'est pas le cas dans les céréales, où effectivement il faut aller chercher toute la ressource sur place.
Au niveau de nos vignes, on a une batterie qui est le bois, qui stocke des réserves. Et je dirais à nous aussi de piloter cette batterie-là pour qu'on puisse pallier des périodes avec peut-être un peu plus de contraintes. Donc ça demande ce pilotage plus fin, avec parfois des vendanges en verre, des ébourgeonnages. Et c'est pour ça que sur cette partie-là, on a chiffré des heures avec une transition vers une taille physiologique, avec 2 passages en ébourgeonnage. Et ensuite, on a gardé un épamprage un peu plus tardif dans le chiffrage. En considérant que souvent, Louis, c'est un peu ce que tu as constaté sur la partie taille, mais finalement, le fait de passer 2 fois en ébourgeonnage, puis en épamprage, on a fait des essais sur pas mal de parcelles, mais on a un temps de travail qui est inférieur au fait de faire uniquement 1 ou 2 épamprages plus tardifs. Donc effectivement, il faut avoir la ressource en main-d'œuvre pour pouvoir l'effectuer, mais le temps cumulé est souvent inférieur et donc effectivement plus intéressant. Sur cet itinéraire-là, on a aussi mis en place du tressage à la place du rognage, donc ça nous élimine des passages de rogneuses. Travail sous le rang, on va être sur un système où on va passer moins, avec uniquement un passage, un léger butage et un seul passage d'entretien du cavaillon. C'est un système où c'est économique, mais c'est aussi parce que les vignes en place et l'équilibre qui s'est mis en place au fur et à mesure des années nous permet de tolérer la présence de l'herbe de façon un peu plus importante sans mettre en péril la récolte. Et on va être sur uniquement un passage en roulage en interrang. On a voulu chiffrer aussi les investissements nécessaires à l'adaptation des outils parce que c'est un élément important et qui pèse très lourd au niveau économique, surtout dans un contexte où on essaie de maîtriser au maximum les coûts. Alors, je voudrais faire une petite précision par rapport à ce premier chiffrage. Nous avons chiffré le roulage des enherbements avec un Orbis de Rollensem. Au cas où vous vous posez la question, personne n'a été payé par Rollensem pour faire la pub de cet outil, mais force est de constater qu'il doit être efficace parce qu'il est revenu quand même plusieurs fois dans la journée. Voilà. Donc un Rollensem, un Orbis pour l'écartement dont on a parlé, on est sur un budget à peu près de 6 600 € hors taxe. On l'a amorti sur 5 ans, donc sur une structure dont on a parlé, donc qui faisait 10 hectares. On se retrouve avec un coût de 132 € par hectare et par an. C'est un investissement qui peut être facilement mutualisé. Ça fait partie des pistes quand même pour essayer de passer ces caps et cette transition-là. C'est un outil qu'on va utiliser 1 fois, 2 fois dans l'année. On n'a pas vraiment de pression au jour près comme un pulvé pour intervenir. Autant l'acheter à 2 ou 3 propriétés voisines. Voilà, c'est un moment où c'est pas forcément utile d'en avoir un chacun chez soi qui va passer 360 jours par an sous le hangar à attendre de sortir. Le semoir, on a chiffré 0 en se disant que souvent, l'idée, c'est pas forcément d'être sur des semis ad vitam aeternam. On peut peut-être trouver des solutions ou en prêt via les boîtes qui vendent des semences. Donc on a mis ce chiffre à 0. Concernant l'entretien du cavaillon, on a chiffré un cadre avec des disques émoteurs, des lames et des doigts cresses pour un budget de 12 000 € hors taxe, ce qui donne un coût à 240 € par hectare et par an sur 5 ans. Dans la partie intrant, on est donc au niveau du désherbage avec 2 passages, on sera sur un coût à peu près de 70 € hectare. Et au niveau des semis, où on a prévu effectivement des semences en mélange, on est à un coût de 170 € hectare. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on met ces chiffres dans les tableaux ? Vous avez ici, vous retrouvez les 4 itinéraires. Vous avez ici le nombre de passages, mécaniques et manuels. On voit que sur les 3 premiers itinéraires, on a une légère augmentation au niveau de l'itinéraire 2, qui est celui où on va effectuer des couverts, avec effectivement ces passages de semis. Par contre, sur l'itinéraire 4, on chute à 15 passages au lieu de 22-24. Au niveau du nombre de passages manuels, on va être stable sur les 3 premiers itinéraires. On a une petite variable, ce que vous avez dit au niveau de l'itinéraire 4, où on rajoute ce 2e ébourgeonnage. Et le tressage, mais qui est compté. Au niveau du nombre d'heures, en heures manuelles, on se rend compte que finalement, sur les 3 premiers itinéraires, on a peu d'impact. On se retrouve avec 85-86% en moyenne. Et on est à 14-15% du coup pour la partie mécanique. Concernant l'itinéraire 4, les travaux manuels prennent le dessus avec 92% des heures qui sont affectées à ces travaux-là.
Vous avez le total ici en euros par hectare. Donc pour les heures, ce qui impacte la main-d'œuvre manuelle, les travaux mécaniques. Et sur cette dernière ligne, on a inclus le coût du gasoil pour effectuer ces tâches. On est parti sur une consommation moyenne de 8 litres à l'heure à peu près, avec voilà, le coût du gasoil. On se retrouve finalement avec ici, vous avez le pourcentage de l'itinéraire en comparatif au chiffre de l'itinéraire 1. Donc on va être à plus 1,7% sur l'itinéraire 2, on est à moins 0,5% sur l'itinéraire 3 et on va être à moins 7,5% au niveau des coûts sur l'itinéraire 4. Je rajoute ensuite tout ce dont on a besoin, et donc les intrants dont on a parlé, les investissements matériels, parce que ça peut peser plus ou moins lourd dans la balance. Voilà, si on rajoute, donc voilà, j'ai mis les coûts cumulés de l'investissement en partant du principe qu'on n'avait pas de matériel pour ces tâches-là et qu'il fallait les acheter. Et au niveau voilà, des désherbages, désherbant, engrais sur les 3 premiers itinéraires et les semences. Et effectivement, ici, au niveau achat et intrant, on est à 0 sur l'itinéraire 4. En coûts cumulés, on va être à une augmentation de 10,8% des coûts de l'itinéraire 2 par rapport à l'itinéraire 1, 5,4% de l'itinéraire 3 par rapport à l'itinéraire 1, et on est à moins 7,7% sur l'itinéraire 4. Donc finalement, à terme, un itinéraire qui est plus économe et qui implique une dépendance aux intrants qui est beaucoup moins importante. On voulait prendre en compte aussi l'importance des implantations de haies et de systèmes agroforestiers qui font partie de ces équilibres et de ces services écosystémiques qu'on peut avoir sur nos parcelles. La difficulté, c'est qu'effectivement, on ne les chiffre pas, mais ils sont bien présents. Ils devraient arriver en positif sur ce bilan. Mais je n'ai pas de chiffres à mettre, mais il faut vraiment l'avoir dans... Voilà, il faut l'avoir en tête. On en parle dans pas mal d'exploitations où des haies ont été plantées, où on a pu se passer d'insecticides très rapidement. Ça fait partie des points d'économie voilà, qui ne sont pas pris en compte ici, mais qui devraient l'être. Si on regarde ces implantations de haies, une haie champêtre, on va être à peu près à un coût de 3,8 € hors taxe par mètre linéaire, sans compter les frais de préparation et de plantation. Si on veut commencer à installer des haies fruitières, on double le coût à peu près. Ces chiffres, donc ces éléments-là et ces plantations-là étaient pris en compte et finançables via le pacte pour la haie en 2024 à hauteur de quasi 100%, préparation et plantation inclus. 2025, ces budgets ont disparu. Je ne sais pas ce qu'il en sera de 2026. Sachez quand même qu'il y a pas mal d'autres solutions pour essayer de planter sans avoir à investir trop. Il y a des fonds privés qui soutiennent les plantations. L'UBB finance des arbres, par exemple, à chaque fois qu'ils marquent un essai. Donc voilà, il y a d'autres solutions. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui peuvent vous aider si vous êtes motivés pour planter, voilà, pour essayer de trouver des solutions. Juste pour vous dire, ça, ces photos, c'est des éléments de mon vignoble avec des plantations qui ont été réalisées en 2017 en fruitiers, sur des haies de bordure et sur des parcelles en céréales. Voilà. Si on considère qu'on veut installer des arbres en intraparcellaire, donc sur le rang, il va falloir adapter la mécanisation, il va falloir tresser ces ronds si on ne peut plus passer la rogneuse et qu'on n'a pas envie non plus de passer avec un taille-haie. On avait chiffré ces coûts supplémentaires à peu près à 226 € par hectare. Après, si on ramène ça en coût bouteille, pour un rendement de 40 hectolitres hectare, on arrive à 4 centimes à peu près par bouteille. Voilà, mais je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on arrive l'idée, c'est de mettre en place un système d'exploitation qui va être plus robuste, sur lequel il va falloir parfois réintervenir. La courbe, à terme, elle ne va pas rester toujours en haut. On a besoin de diversité végétale sur nos parcelles pour pouvoir stimuler cette diversité microbiologique du sol qui nous a occupé pendant cette journée. Ça demande parfois de devoir semer, sursemer. Donc voilà, il faut parfois remettre de l'énergie de temps en temps en surveillant ce qui se passe. Derrière, c'est effectivement comment est-ce qu'on valorise ce qui pousse sur nos parcelles. L'idée étant de gagner en autonomie sur notre modèle de production et pas avoir besoin d'aller chercher de la ressource extérieure. Voilà, des productions complémentaires aussi qui sont possibles sur ces linéaires ou sur ces infrastructures qu'on va installer petit à petit.
Donc, si je voulais vous donner quelques conclusions sur ce premier chiffrage, c'est qu'effectivement, on se rend compte quand on met tout sur le papier que c'est des coûts qui restent quand même limités et qui vont dépendre du niveau de dégradation initiale qu'on a au départ, parce que parfois, en passant sur l'itinéraire 3, ça fonctionne sur des sols qui sont peu dégradés ou où il y a des conditions spécifiques qui le permettent. Tout ce chiffrage-là, ce sont des éléments qu'on cherche à affiner en prenant un pool plus large d'exploitation sur des contextes un peu différents en termes de surface, de densité, pour essayer d'avoir une vision encore plus fine de ces coûts liés à la transition, mais que globalement, sur tous les itinéraires et sur toutes les différentes périodes, inclus la période qui demande un peu plus d'énergie, toujours sur base d'un rendement à 40 hectolitres/hectare, on est entre 2 centimes et 10 centimes d'euros par bouteille supplémentaire. L'intérêt à mutualiser le matériel parce qu'il coûte cher dans la balance au niveau des coûts. Mais bon, à terme, un système qui va être plus économe, moins dépendant de l'énergie et de l'industrie, un système où l'énergie elle va être produite in situ et où l'exploitation devient un lieu de vie, de biodiversité, de résilience plus robuste. Et sincèrement, c'est aussi des parcelles où on est mieux à travailler et où les gens sont contents aussi de venir travailler. Il y a quand même cet élément-là de l'humain qui revient aussi et qui reprend sa place dans cet écosystème et qui compte plus qu'on ne peut le penser. Voilà. En conclusion, et pour revenir un peu au début de cette réflexion, à cette vision plus globale qu'a pu nous donner cette grande consultation, et donc une vision plus globale des exploitations agricoles, je trouve que les enjeux sont d'autant plus forts quand on les regarde collectivement. Et que tous les sujets autour du fait de diminuer notre dépendance aux intrants, aux produits pétroliers, dans ces fluctuations de marché que nous connaissons qui deviennent vraiment une nécessité. Les enjeux économiques sont importants, mais on a également des enjeux idéologiques et savoir est-ce qu'on veut avoir une viticulture qui aggrave, une viticulture nourricière, source de biodiversité, ou une viticulture qui continue à détruire. Je pense qu'on veut tous ici une agriculture qui nous permet de produire, de réparer, d'en vivre, d'en être fier. Et je pense que c'est possible. Et j'espère que les éléments que vous avez eus aujourd'hui vous auront apporté quelques clés. Voilà, merci. Marie-Pierre, tu peux t'installer. Louis, si tu peux remonter, on va juste prendre une dizaine de minutes pour des questions, s'il y en a de la salle. Je ne sais pas s'il y en a sur l'appli. Je n'ai pas la tablette, donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions pour nos deux intervenants ? Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions dans l'appli ou pas ? Je ne sais pas où aller. Ça y est, on a achevé tout le monde finalement. Oui. La tablette, elle est où ? Après, s'il y a des questions, on peut les prendre en live. Moi, j'avais peut-être une seule petite question. C'était par rapport au tressage, si vous aviez compté le coût de la main-d'œuvre au niveau de la taille. Alors, on a compté le temps supplémentaire pour tresser et également à la tombée des bois, où effectivement on peut augmenter un peu le temps de tomber des bois. Ok. Oui, on enlève finalement parce que dans les coûts, on a le relevage, le temps de tressage remplace le deuxième levage qu'on peut avoir à effectuer sur une conduite un peu traditionnelle. Vous parlez toujours du coût de la transition, mais vous n'avez pas abordé, si vous ne changez rien, dans 10 ans, vous en serez où ? Et ça, aujourd'hui, personne ne chiffre, personne n'est capable de le chiffrer, et c'est bien dommage, parce que la transition, chacun sur nos exploitations, on arriverait à peu près à dire ce que ça coûte, mais si on ne fait rien, qu'est-ce que ça nous coûtera ? Je ne pourrais pas répondre, mais je pense qu'effectivement, on le constate depuis pas mal d'années quand même. En changeant peu de choses, on a de plus en plus de mal à produire. Ça nous coûte de plus en plus cher. Et finalement, les équilibres économiques sont de plus en plus fragiles. Donc moi, j'ai la conviction quand même qu'on n'a pas le choix que d'évoluer et que d'engager des changements profonds sur notre façon de produire.
Et pour compléter cette question-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion, toujours pour rebondir sur ce sujet de la robustesse, est-ce que ces systèmes-là ne sont pas aussi plus résilients, plus capables de supporter les aléas climatiques? Et quand on sort de cette notion de performance où on va pousser les systèmes et donc avec des systèmes plus fragiles, est-ce qu'on n'est pas aussi sur des systèmes plus résilients ou plus robustes? Je pense que l'exemple de Louis, qui nous fait son retour d'expérience sur ces conditions climatiques et donc hydriques très complexes, en est un exemple. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on a des pluviaux de 800 à 1000 mm d'eau à Bordeaux, et quand on a une petite période de sécheresse, on a des endroits ou des parcelles qui rendent l'âme ou qui sont un peu à bout de souffle et qui ont du mal à produire. Donc je pense que c'est un élément de robustesse que de travailler sur tous les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, et notamment sur la conduite et sur la gestion de son sol. Et pour revenir un peu plus sur mon expérience aussi, concernant le gel, concernant tout ce que la place de l'arbre, on sait que le changement et la modification, essayer de travailler sur notre microclimat de parcelles, c'est aussi des éléments sur lesquels on peut jouer un peu et qui vont nous aider à tamponner, à avoir des parcelles un peu plus robustes. Moi, je commence à avoir des retours sur la proximité des haies, et c'est des zones quand même qui se comportent beaucoup mieux et qui ont moins souffert sur des événements climatiques un peu durs. Et pour alimenter dans ce sens-là, et avoir discuté avec certains vignerons aujourd'hui, les jours passés, c'est vrai que vous avez une année qui vous a semblé sèche, avec des coups de chaud et des problématiques sur la vigne, mais avec ce niveau de pluviométrie à l'année, alors il est de moins en moins bien réparti, mais il y a encore pas mal de cordes sur lesquelles tirer pour exploiter au mieux et étaler les statuts hydriques des sols en changeant un peu les pratiques. Et moi, mon exemple, c'est que certes, il y a un moment donné où, quand les baisses de pluviaux sont aussi radicales que ce qu'on a subi en 2024, donc je dis ça, c'est quand on arrive sur des pluviométries autour de 300 mm, là, ça devient très compliqué. Mais aujourd'hui, moi, à 400-450 mm, j'arrive à produire. Donc il y a encore une question de répartition, mais il y a encore d'autres solutions dont je n'ai pas parlé là, qu'on étudie. C'est tout ce qui va être hydrologie régénérative. Après, ça implique un changement de modèle radical sur la manière de planter, en suivant les courbes de niveau, en faisant des nous, etc. Je ne sais pas si c'est une notion que ça vous parle, mais aujourd'hui, avec les pluviométries que vous avez à l'année, il y a encore énormément de choses avant d'arriver à la solution de on manque d'eau juin-juillet. J'ai cru comprendre ou entendre que certains se posaient la question de l'irrigation. Moi, ça me hérisse un peu le poil, parce que déjà chez moi, je suis fondamentalement et foncièrement opposé à la pratique d'irrigation sur vigne. Donc voilà, avant d'en arriver à ce genre de questionnement ou ce genre de pratique, il y a énormément de choses qui sont à faire en amont. C'est la question que j'allais te poser en tant que viticulteur du Sahel. Pourquoi est-ce que tu te saisis pas de cette solution-là, en fait, de l'irrigation? Alors, il y a plusieurs régions, c'est un petit peu philosophique. J'arrive à comprendre qu'on irrigue une tomate pour la manger, encore faut-il qu'elle soit bien produite. J'ai un peu plus de mal, même si je suis vigneron, que je fais du vin et que je suis passionné par ça, à arroser une vigne pour faire du vin qui ne me semble pas être, je vais peut-être choquer certains, mais un produit de première nécessité. Il faut savoir que nous, dans notre région, le sujet de l'eau, on n'en est pas à un état de survie, mais il y a beaucoup de villages chez nous qui, tous les étés, ont été alimentés en camions-citernes parce qu'il n'y avait plus d'eau au robinet. Donc il y a des villages dans le Roussillon, ils ouvrent le robinet, ils n'ont pas d'eau. Derrière, quand il y a des viticulteurs du Roussillon qui irriguent ou qui demandent des subventions, ou qui financent des forages, moi, ça me pose problème. Donc il y a ça, et il y a tout simplement que aussi, on a dans nos nappes phréatiques sur les côtes, des taux de sodium qui sont en train de monter. Donc lorsqu'on vide les nappes par percolation, l'eau de mer s'infiltre dans les nappes, et du coup après on irrigue avec une eau salée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en termes de dégradation et de pollution des sols. Je pense que c'est du même niveau que le glyphosate, voire sans doute pire. Dans l'Aude, il y a certaines parcelles qui sont mortes par des taux de salinisation trop importants. Et là, c'est une pollution des sols qui est présente pour, à mon avis, plusieurs centaines d'années. Donc là aussi, encore une fois, pour moi, l'irrigation ne peut pas être une solution. Voilà. Toutes ces raisons-là.
Il y a une question dans la salle. On a une question là. Oui, bonjour, merci pour ces éléments hyper intéressants. J'avais une question pour Marie-Pierre sur on sait que le rendement il dépend de nombreux facteurs et du coup c'est peut-être pas l'indicateur le plus facile à regarder, mais est-ce que entre les 4 itinéraires vous avez commencé à avoir des impacts sur le rendement, des différences? Alors sur les itinéraires qui ont été suivis, l'idée au niveau du pilotage, on est sur un itinéraire ou sur l'itinéraire 4, on est sur des niveaux de production qui sont bons et en moyenne qui sont pas plus mauvais que sur l'itinéraire 1. Après, c'est sûr que la phase de transition, je dirais suivant comment on la pilote, et c'est là où il va falloir être très fin, c'est-à-dire est-ce qu'à un moment donné, il va falloir que je détruise ou pas et comment je gère, est-ce que je n'ai pas amené assez de matière et donc la biomasse qui pousse, le temps que le sol se mette en route aussi et qu'on recrée finalement ce cycle-là, on peut avoir des périodes avec un peu plus de fluctuations, mais globalement, ce qu'on dit, nous on a la chance en vigne quand même de pouvoir piloter l'énergie de notre plante et c'est des choses qui prennent un peu de temps, mais qui pour moi ne peuvent pas se déconnecter de cette période de transition, quoi. Voilà. Et avoir des rameaux qui poussent, pour avoir des racines qui poussent aussi, qui vont chercher les éléments dans le sol. Enfin, c'est beaucoup d'éléments qui nous permettent de tamponner ces phases de transition-là et d'arriver sur des itinéraires plus robustes. Oui, Pierre Salane. Comment est-ce qu'on calcule le pourcentage de matière organique dans un sol ? Alors moi, c'est pas moi qui le calcule. Après, là, ça va. Moi non plus, c'est pas moi qui le calcule. C'est une question pour. Vous voulez vraiment une réponse ou vous le savez et vous voulez savoir si je suis. Non. Ah, ok. Non, mais on parle toujours de pourcentage de matière organique et je ne sais pas ce que ça représente. Voilà. Alors, comment c'est fait ? Intuitivement, on parle c'est la part en matière sèche de matière organique de carboné par rapport au sol qui est du minéral. Donc on va avoir toute la composition du sol, les argiles, les sables, etc. Et la part de matière organique et la part d'organique par rapport à la part minérale. Peut-être que quelqu'un d'autre pourra affiner ma réponse, que c'est juste... Les spécialistes du sol, ils sont partis, c'est ça ? Oui, voilà. Et au sein de cette matière organique, c'est ça que j'ai évoqué tout à l'heure, dans les analyses, on demande une fragmentation de cette matière organique. On a une part de matière organique stable, qui est en fait une matière organique qui ne bouge pas, sauf par érosion. Mais s'il n'y a pas trop de phénomène d'érosion, la matière organique stable a plusieurs millénaires. Elle est fixe. Et celle qui va bouger, c'est la matière organique qu'on va apporter, qui va être dégradable, qui va être utilisée par les plantes, qui va faire fonctionner le système. Et il y a la part de biomasse microbienne dans cette matière organique, qui va être tous les organismes qui vont permettre de faire fonctionner le sol. Voilà. Elle est stable, mais elle est structurante pour le sol. Donc il n'y a pas que la partie vivante. C'est vrai que la matière organique stable est considérée comme morte, inerte. Et en fait, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le gîte. Elle est structurante pour le sol, elle a un intérêt fondamental. Ne pas avoir de matière organique stable, c'est un problème. Et elle est très longue à reconstruire, parce qu'on ne la remonte pas comme ça, vu qu'elle a mis des millénaires à se construire. Mais elle a aussi son intérêt, ouais. Oui, finalement, le sol va être l'interface entre la roche-mère qui va se dégrader et toute la matière organique qui tombe au niveau du sol. Et c'est cet ensemble-là qui va créer notre sol, et donc avec des proportions plus ou moins importantes. Donc il n'y a pas de partie minérale. Si. Le minéral, c'est la roche. Pas dans la matière organique. Pas dans la matière organique, il n'y a pas de minéral. Le minéral, c'est la roche, et c'est aussi ce qui va être solubilisé dans l'eau. Et ensuite, c'est les micro-organismes qui vont faire le lien justement entre... Si vous voulez, la vigne est connectée au sol physiquement, mais elle est connectée au sol via les micro-organismes et via l'eau. Et ces micro-organismes, les mycorhizes, qui vont faire transiter la solubilisation des minéraux dans l'eau et qui va les faire intégrer dans les racines. Je ne sais pas si c'était clair. Mais ce qu'on dit minéraux, roche,
le minéral, c'est la roche. Et donc, il y a des éléments minéraux qui se solubilisent dans l'eau et les micro-organismes sont le vecteur qui vont améliorer le passage de ces minéraux dans la plante. Il y en a les racines sont capables d'absorber l'eau seule, mais l'absorption est toujours améliorée par les micro-organismes, par les mycorhizes. Souvent. On peut vous donner de très bonnes adresses, de bonnes formations sur le sol si vous souhaitez compléter ces éléments. J'ai l'impression qu'on n'est pas suffisamment clair. C'est un argument. Enfin, on utilise toujours ce terme, et en fait, moi j'ai du mal à imaginer. Pour moi, ce qui est organique, c'est ce qui vient du vivant. Carboné. Oui. Ça vient du carbone. C'est ce qui vient du vivant, que ce soit Oui, ou animal ou végétal. Et voilà. Ouais, c'est ça. Ben oui, mais sauf que pour comprendre ce que c'est que 1,2, 1,3, c'est... Ce qui est sûr, c'est qu'on a perdu beaucoup de matière organique dans nos sols agricoles depuis maintenant des dizaines et des dizaines d'années, et qu'on a des niveaux de matière organique qui sont très faibles, qu'on pallie par des apports extérieurs. Oui, parce que moi je me souviens du 4 pour 1000, donc du projet de 4 pour 1000, qui a été appliqué par un ministre de l'Agriculture et qui n'a jamais été mis en œuvre apparemment. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Bon, eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.